Dans un monde où les apparences dictent souvent la valeur qu'on accorde aux gens, il existe des histoires qui brisent les masques, renversent les préjugés et révèlent la vérité nue, crue, bouleversante, mais nécessaire. Celle que vous allez lire est l'une d'elles. C'est le récit d'un jeune médecin noir brillant, jugé avant d'être écouté, d'une héritière comateuse enfermée dans le silence, mais plus lucide que quiconque, et d'un système médical corrompu par l'élitisme et la peur de la différence. C'est une histoire de résilience, de conscience éveillée, de justice lente mais implacable. Bienvenue dans Derrière les apparences, là où les vérités cachées prennent enfin la parole. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube et découvrez d'autres récits forts, humains et vrais. Hôpital Mount Sinai, New York. 5e étage. La voix acérée du docteur Catherine Wellington fendit le silence du couloir comme une lame. « Êtes-vous vraiment sûr que ce jeune homme devrait s'occuper de notre patiente la plus importante ?» Ces mots ricochèrent sur les murs cliniques, suffisamment forts pour que chacun entende, y compris le jeune médecin qui marchait calmement vers la chambre 312. Docteur André Santos s'arrêta devant la porte. Il inspira profondément, ajusta calmement son stéthoscope autour de son cou, puis entra, comme s'il portait une armure invisible forgée de patience et de détermination. À 27 ans, André n'était plus étranger à ce genre de remarques. 3 années de résidence dans le plus prestigieux hôpital de la ville lui avaient appris une leçon brutale. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, ses compétences seraient mises en doute. Pas pour leur nature scientifique, mais pour la couleur de sa peau. Il répondit d'une voix calme, maîtrisée, polie jusqu'au bout des syllabes. « Dr Wellington, Victoria Blackwood est sous ma responsabilité depuis 2 semaines. Ses signes vitaux se sont considérablement améliorés depuis la prise en charge. » Catherine Wellington, directrice médicale, croisa les bras. Ses yeux d'un bleu glacial scrutaient André comme un objet déplacé dans un environnement aseptisé. La famille Blackwood a donné 4 millions de dollars pour la construction de l'aile pédiatrique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'expérimenter. André comprit exactement ce que signifiait ce mot. Depuis son arrivée à Mount Sinai, avec une bourse complète d'une université publique, chaque cas qu'on lui avait confié ressemblait à une épreuve, un test non avoué. Il devait sans cesse démontrer qu'il méritait d'être là. Victoria Blackwood n'était pas n'importe qui. Héritière d'une des plus grandes fortunes immobilières du pays, elle gisait là, dans un silence comateux, après un tragique accident de yacht. 25 ans, blonde, née dans le privilège, entourée d'une famille qui traitait les médecins comme de simples domestiques, surtout ceux qui ne leur ressemblaient pas. André poursuivit, toujours aussi posé. « J'ai été formée à Johns Hopkins, en neurologie. Mon domaine de spécialisation est précisément les traumatismes crâniens. » La mention de cette institution, fleuron de la médecine américaine, fit tiquer Wellington. Comme toujours, d'abord l'étonnement sincère en découvrant ces références, ensuite les efforts pour les minimiser. Dans la chambre, les rideaux coûteux laissaient filtrer une lumière douce. Victoria reposait immobile depuis 120 jours. Son souffle régulé par des machines baignait dans une atmosphère saturée par les bouquets envoyés par la haute société. Un tableau figé. Mais André, lui, voyait au-delà du visible. Il avait remarqué des détails subtils, micro-mouvements oculaires, infimes variations respiratoires, faibles réactions à certains stimulés, des indices que personne d'autre ne semblait détecter. Son mémoire de fin d'études portait justement sur les états de conscience altérés, un sujet que peu de médecins maîtrisaient. Et s'approcha doucement du lit. « Bonjour Victoria », murmura-t-il, en changeant délicatement les pansements. « Je sais que tu es là, et quand tu seras prête à revenir, je serai là aussi. » Ce qu'il n'ignorait à cet instant, c'est que Victoria l'entendait depuis 3 semaines. Elle était pleinement consciente, enfermée dans un corps incapable de répondre, prisonnière silencieuse d'un monde qui la croyait absente. Et pour la première fois de sa vie, elle découvrait ce que signifiait être jugée pour ce qu'on n'a pas choisi d'être. La porte de la chambre 312 venait à peine de se refermer derrière André que Victoria, enfermée dans sa prison de chair, capta une nouvelle voix, autoritaire, méprisante. Elle la reconnut immédiatement. Margaret Blackwood, sa mère. « Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire ?» L'interruption fusa dans l'air comme un fouet. Margaret, digne et froide à ses 60 ans, venait d'entrer, flanquée de son fils Richard et, sans surprise, du docteur Wellington. André se redressa lentement, gardant les mains visibles, un réflexe devenu instinct à force de vivre dans un monde qui suspecte avant de reconnaître.
J'effectue un examen neurologique de routine, Madame Blackwood, répondit-il, toujours aussi calme. Victoria montre certains signes encourageants que j'aimerais approfondir. Richard, 40 ans passés, costume hors de prix et assurance héréditaire, s'avança d'un pas menaçant. Des signes que des médecins bien plus expérimentés n'ont pas vus? Quelle coïncidence! L'ironie était presque comique, si elle n'était pas aussi tragique. André, lui, était l'auteur de 2 publications internationales sur les états de conscience altérés. Des exploits rares, même en fin de carrière. Mais dans cette pièce, à cet instant, ses qualifications valaient moins que la couleur de sa peau. Il continua, regardant Margaret droit dans les yeux. « Je suis spécialisé précisément dans des cas comme celui de votre fille. Le programme de neurologie de Johns Hopkins est numéro 1 dans le pays. Mon mémoire de recherche portait sur... Ça suffit, trancha Wellington. La famille a le droit de choisir le médecin en charge. Et franchement, docteur Santos, vous devriez peut-être vous concentrer sur des patients plus adaptés à votre niveau d'expérience. » Le venin dans ces mots était à peine dissimulé. Adapté. Le mot flottait comme un gaz toxique. Des patients pauvres, moins prestigieux, les cas que personne ne voulait. Voilà ce qu'il considérait comme sa place. Victoria entendait tout. Son cœur accéléra légèrement. Infime changement perceptible uniquement à quelqu'un qui savait quoi chercher. Et André savait. Elle était là, présente, révoltée. « Très bien, répondit-il en rangeant lentement son stéthoscope. Je transmettrai le dossier au docteur Harrison. Mais, avant cela, je veux que vous sachiez que votre fille manifeste des schémas neurologiques compatibles avec un retour progressif à la conscience, des signes que certains peuvent ne pas reconnaître immédiatement. » Margaret se figea. « Que voulez-vous dire ? » Que selon mon évaluation médicale, Victoria pourrait être bien plus consciente qu'elle n'en a l'air. Et si c'est le cas, alors elle a entendu chaque mot prononcé dans cette chambre. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Richard se racla la gorge. Margaret détourna brièvement le regard vers sa fille. Une expression indéchiffrable entre la peur, l'espoir et une pointe de honte. « C'est possible, docteur ?» demanda-t-elle, la voix moins assurée. « Plus fréquent qu'on le pense. Beaucoup de patients en coma prolongé conservent une perception auditive. Voilà pourquoi je recommande toujours aux familles de parler à leurs proches comme s'ils étaient éveillés. » Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait passé 2 semaines à lui parler. De musique, de médecine, de ses propres luttes dans l'hôpital. Il ne savait pas qu'elle écoutait vraiment. Maintenant, tout prenait un sens nouveau. Wellington s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Tout cela reste de la spéculation. Dr Harrison pourra évaluer cela proprement. Dr Harrison, murmura André, un sourire discret aux lèvres, qui n'a rien publié sur la neurologie depuis 15 ans et dont les connaissances sur les comas datent du siècle dernier, mais je suis certain qu'il fera de son mieux. Le sous-entendu était tranchant. Tout le monde dans la pièce savait que Harrison n'était là que pour flatter les riches et ne froisser personne. La famille quitta la pièce sans un mot. André s'approcha une dernière fois du lit. Il s'agenouilla légèrement, posa sa main sur celle de Victoria. « Si tu m'entends, je veux que tu saches une chose. Je ne renonce pas à un patient à cause de la pression ou des préjugés. Et surtout, tu es bien plus forte qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Une larme, une seule, roula doucement sur la joue immobile de Victoria, sa première réaction physique depuis des mois. Elle avait été humiliée, exposée à la vérité crue, et pourtant, elle venait de trouver, pour la première fois, un allié qui croyait en elle, non pas pour son nom, mais pour sa conscience. 3 jours s'étaient découlés depuis qu'André avait été retiré du cas Victoria Blackwood. À l'hôpital, il poursuivait ses rondes comme si de rien n'était. Mais en dehors, quelque chose de radical était en train de se mettre en place. Dans son petit appartement du Bronx, transformé en véritable salle de guerre, André épluchait, classait, analysait chaque élément qu'il avait soigneusement collecté. Il n'avait plus le droit de soigner Victoria, mais il pouvait encore la défendre. Lors d'un appel vidéo, un visage familier apparut à l'écran. Dr James Wilson, neurologue de renom. Professeur émérite à Johns Hopkins et mentor d'André depuis ses débuts. « Tu es certain de ce que tu avances, André ?» demanda Wilson, les yeux rivés sur les graphiques, les courbes, les vidéos de surveillance. « Absolument. Ces mouvements oculaires, les variations de rythme cardiaque selon les visiteurs, ces micro-réactions, tout indique une conscience présente depuis au moins 3 semaines, peut-être davantage. »
Wilson acquiesça gravement. Et tu as tout documenté? Chaque détail. Notes horodatées, photos des moniteurs, comparaison de réponses selon les conversations. Même ses réactions physiologiques face aux propos racistes qu'elle entendait sur moi. Ce qu'André ne disait pas, c'est qu'en fouillant discrètement dans le dossier médical initial de Victoria, il avait découvert quelque chose d'encore plus grave. Le docteur Harrison avait ignoré des signes clairs d'activité neurologique et maintenu un traitement médicamenteux qui inhibait volontairement l'éveil. À l'hôpital, pendant ce temps, Margaret Blackwood perdait patience. « Docteur Harrison, nous attendons des résultats. Victoria est dans cet état depuis des mois. Peut-être qu'un traitement plus agressif est nécessaire. » Richard, comme toujours, approuvait de la tête. « Nous avons les meilleurs spécialistes du monde. Et des chirurgiens expérimentés. Peut-être une opération expérimentale ?» Harrison, fidèle à lui-même, opina docilement. Il existe effectivement des procédures pour stimuler artificiellement le cortex cérébral. Victoria, toujours prisonnière de son corps, mais de plus en plus consciente, sentit une peur glaciale l'envahir. Elle se rappelait la voix calme d'André, ses gestes précis, sa chaleur humaine. Le contraste était saisissant. C'est ce soir-là qu'André décida de frapper fort. Grâce à son réseau à Johns Hopkins et à l'aide de Dr Wilson, il contacta Dr Patricia Reeves, une responsable de la commission médicale de l'État, ainsi que les producteurs de Médecine en Lumière, une émission télévisée d'investigation spécialisée dans les scandales médicaux. « Tu veux aller aussi loin, André ?» demanda Wilson, légèrement inquiet. « Tu risques ta carrière ?»« Ils peuvent essayer de la détruire ?» répondit André, le regard dur. Moi, je vais détruire quelque chose de bien plus précieux pour eux, leur réputation. Car ce qu'il avait découvert allait bien au-delà de l'incompétence. Des preuves financières montraient que la famille Blackwood avait soudoyé l'hôpital pour maintenir Victoria dans un coma artificiel, retardant ainsi le transfert légal de son héritage. Margaret contrôlait l'empire familial grâce à l'état végétatif de sa fille. Mais le plan d'André allait encore plus loin. À l'aide de techniques avancées qu'il avait apprises à l'université, stimulation lumineuse, pression codée des doigts, signaux auditifs subtils, il réussit à établir une forme rudimentaire de communication avec Victoria. Lors d'une visite nocturne, clandestine, dissimulée par des collègues solidaires, il se pencha vers elle. « Victoria, si tu m'entends, serre ma main 2 fois. » 2 pressions lentes, mais bien distinctes, lui répondirent. Il sourit pour la première fois depuis des jours. On va se battre, ensemble. Ce n'était plus une simple affaire médicale, c'était une conspiration. Et Victoria, que tous croyaient vulnérable, était devenue son alliée silencieuse. Jeudi, 9h. Auditorium principal de l'hôpital Mount Sinai. La salle, habituellement réservée aux conférences médicales et aux réunions internes, était exceptionnellement remplie. Margaret et Richard Blackwood, assis au premier rang, attendaient avec impatience que Dr Harrison leur présente le plan d'attaque. « Après avoir consulté plusieurs spécialistes reconnus, » déclara ce dernier d'une voix faussement assurée, « je recommande une stimulation directe du cortex cérébral par voie chirurgicale. Cela pourrait accélérer considérablement le rétablissement de Victoria. » Margaret applaudit presque, soulagée. « Enfin, un peu d'audace. Cela fait des mois qu'elle végète. » Mais à cet instant précis, la porte de l'auditorium s'ouvrit avec fracas. Dr André Santos entra d'un pas calme mais assuré, suivi de 3 personnes. Dr Patricia Reeves, arborant son badge officiel de la commission médicale, un caméraman de l'émission nationale Médecine en Lumière, et Dr James Wilson, légende vivante de la neurologie. Le silence se fit instantanément. Harrison pâlit, Margaret se raidit, Richard fronça les sourcils, méfiant. « Que croyez-vous faire ici ?» vociféra Richard. « Vous n'avez plus rien à voir avec ce cas. » Mais Dr Reeves coupa court. « En réalité, si. Dr Santos nous a transmis des preuves sérieuses de négligence médicale et de malversation financière. En vertu de ma position, j'ouvre une enquête officielle immédiate. » Harrison tenta de retrouver contenance. « C'est absurde. Où sont les preuves ?» André s'avança, calme mais impitoyable. Commençons par les enregistrements. Sur l'écran géant derrière lui, une série de vidéos et d'audios furent diffusées. On y voyait Harrison admettre qu'il n'avait pas mis à jour ses connaissances depuis plus d'1 décennie. D'autres séquences révélaient des paiements suspects de la famille Blackwood à certains administrateurs hospitaliers. Puis vinrent les données médicales de Victoria.
Mouvements oculaires, variations cardiaques, réactions subtiles, autant de signes de conscience ignorés ou dissimulés. Margaret blêmit. Impossible, elle était dans le coma. Non, corrigea André. Elle était consciente, et elle vous a entendu parler d'expérience, de pouvoir, de contrôle. Le coup de grâce tomba. André sortit une tablette et lança un flux vidéo en direct de la chambre 312. À l'écran, Victoria Blackwood, assise dans son lit, bien éveillée, parlait calmement à une infirmière. Un souffle de stupeur parcourut la salle. « Comment » balbutia Harrison. « Elle s'est complètement réveillée il y a 3 jours, mais à sa demande, nous avons gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Elle voulait assister à la chute en toute conscience. » Dr Wilson s'avança alors cinglant. 30 ans de médecine, Harold, et tu t'apprêtais à opérer une patiente consciente. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Margaret tenta une dernière manœuvre. Vous n'avez aucune preuve que nous étions au courant ? André, implacable, sortit un second dossier. Si, justement, Victoria a consigné mentalement chaque conversation. Elle s'en souvient. Elle a tout noté depuis son réveil, incluant vos discussions sur son héritage. Le caméraman filmait tout. Les visages de Richard et Margaret se décomposaient, pris au piège par leur propre cynisme. Puis, une voix claire et ferme jaillit des haut-parleurs, celle de Victoria elle-même. « Mon nom est Victoria Blackwood, et pendant 4 mois, j'ai été prisonnière de mon corps, mais pleinement consciente. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, a changé ma vie. Dr André Santos m'a sauvée. Il m'a respectée, il a vu ce que d'autres ont refusé de regarder. » Margaret tenta une interruption. « Victoria, ma chérie, tu ne comprends pas. »« Au contraire, maman, je comprends parfaitement. Vous avez préféré préserver le pouvoir plutôt que ma santé. Vous avez voulu m'utiliser comme un outil. Dr Harrison, quant à vous, vous avez joué avec ma vie. Mais Dr Santos, il m'a écouté. Il m'a défendu. » Dr Reeve s'exprima alors avec autorité. « Dr Harrison, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête pénale est en cours. Quant à la donation des Blackwood, elle est gelée jusqu'à clarification. » Et enfin, la reconnaissance tant méritée tomba. En considération de ses découvertes, de son intégrité et de son courage, le docteur André Santos est nommé chef du département de neurologie de Mount Sinai. Il recevra un financement complet pour sa recherche sur les états de conscience altérés. Margaret et Richard quittèrent la pièce, ruinés, moralement et bientôt légalement. Harrison fut escorté par la sécurité, la tête basse, son badge confisqué. André, lui, resta un instant immobile, regardant les visages autour de lui. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. 6 mois plus tard, l'hôpital Mount Sinai ne ressemblait plus du tout à ce qu'il avait été. Couloirs réorganisés, protocoles transformés, personnel renouvelé. À la tête du département de neurologie, Dr André Santos menait la révolution silencieuse qu'il avait rêvée et méritée. Un jeune interne l'interpella lors de la visite matinale. « Dr Santos, nous venons de recevoir 5 nouveaux cas de coma transférés d'autres hôpitaux. Tous demandent à bénéficier du protocole Santos. » André esquissa un sourire. Le Santos Protocol, basé sur ses recherches sur les états de conscience altérés, avait déjà sauvé des dizaines de vies en quelques mois. L'endroit même où il avait dû prouver sa valeur chaque jour était devenu le sanctuaire de la compétence, peu importe la couleur, le genre ou le nom de famille. Et à ses côtés, plus déterminée que jamais, Victoria Blackwood. Plus qu'une patiente, elle était devenue sa partenaire dans une initiative sans précédent, la Fondation Santos Blackwood pour la justice médicale. Leur mission ? Enquêter sur les cas de discrimination dans les hôpitaux, financer les études médicales d'étudiants issus de milieux marginalisés et offrir un appui juridique aux professionnels injustement écartés. Leur première victoire légale ? Un règlement de 8 millions de dollars en faveur d'un médecin hispanique licencié sans motif valable. L'indemnisation provenait directement des bénéfices de l'hôpital fautif. Un après-midi, Victoria entra dans le nouveau bureau d'André baigné de lumière, surplombant Central Park. « Nous venons de recevoir la confirmation. Harvard te propose de diriger leur tout nouveau centre de recherche neurologique. 50 millions de dollars de financement. » André, toujours humble malgré l'ampleur de ses victoires, répondit simplement. « Tu te rends compte ? Ils voulaient m'écarter. Maintenant, ils veulent m'élever. Ironique, non ? » Pendant ce temps, la chute de leurs anciens ennemis avait été aussi radicale. Dr Harrison, radié à vie.
Tentative de reconversion dans une clinique rurale refusée. Il vend désormais du matériel médical, méconnu, méprisé, oublié. Margaret Blackwood, ruinée moralement et socialement. Une enquête fiscale a révélé des années de fraude et de corruption. 40% de la fortune familiale envolée. Isolé dans son manoir déserté, son nom est désormais associé au scandale, non au prestige. Richard, exilé à l'étranger, fuyant poursuites judiciaires et humiliations publiques. Et pendant que l'ancien monde s'effondrait, un nouveau naissait. Le programme de mentorat Santos avait vu le jour dans la salle même où il avait été publiquement humilié. Des médecins chevronnés de toutes origines formaient désormais une génération de talents authentiques. Et sur le mur, une plaque gravée trônait. La compétence n'a ni couleur, ni genre, ni nom de famille. Dr James Wilson, aujourd'hui conseiller officiel de la Fondation, déclarait souvent « Je n'ai jamais vu un homme transformer un système aussi profondément. André n'a pas seulement combattu les préjugés, il les a remplacés par un modèle de justice. » Le moment le plus fort arriva au Congrès national de neurologie où André fut invité à faire le discours inaugural. Des centaines de médecins, des caméras, des journalistes, et au premier rang, Victoria, les yeux brillants de prière. La vraie force, déclara André dans un silence absolu, ne consiste pas à abattre ceux qui nous nuisent, elle consiste à construire des ponts là où les autres voient des abîmes. Chaque obstacle que j'ai affronté m'a appris ceci. Notre meilleure revanche contre la haine, c'est l'excellence. Le tonnerre d'applaudissements qui suivit fut presque irréel. Victoria le regarda, émue, elle savait, elle avait vu, elle avait entendu, silencieuse dans son lit, l'homme qu'ils avaient tenté d'écraser. Aujourd'hui, dans les hôpitaux du pays, lorsqu'un jeune médecin subit l'injustice, il ne baisse plus la tête. Il demande « Que ferait Dr Santos ?» Et la réponse est toujours la même. Travaille 2 fois plus, sois excellent, sois impeccable, et quand ils tenteront de te faire taire, que ton talent soit si puissant qu'ils ne puissent plus jamais t'ignorer. Ce que le docteur André Santos a accompli n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est la preuve éclatante qu'aucune injustice n'est indestructible, tant que la vérité est portée avec intégrité, patience et excellence. C'est aussi le rappel que, dans une société où trop souvent on vous juge à votre apparence, il faut avoir le courage de regarder au-delà. Et si vous avez été touché, choqué ou inspiré par cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne, Derrière les apparences, pour d'autres récits puissants où l'humain l'emporte sur les étiquettes et où la lumière finit toujours par traverser les ténèbres. Parce que la vérité ne fait jamais de bruit jusqu'à ce qu'elle éclate.